Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu profites bien du soleil. En ce moment, on a de la chance. Et que tu es prêt à accueillir ce nouveau thème. Aujourd'hui, on va parler de charcuterie. On va parler de la santé. En fait, tout simplement, on va se demander si la charcuterie est un aliment qu'on peut utiliser pour espérer être en meilleure santé ou au contraire, si c'est un aliment à éviter. Alors, j'avais déjà fait un enregistrement de cet épisode et je me suis rendu compte que le sujet était finalement assez gros. J'ai fait un enregistrement de presque 1 heure. Et donc j'ai décidé de recommencer, de vous, de te refaire tout le raisonnement et de découper en différents épisodes ce thème. Donc je pense qu'il y aura 2 épisodes, un épisode avec des faits, avec tout ce qui est objectif sur le sujet, et un deuxième épisode sur des choses un petit peu plus subjectives, euh, des choses que je t'apporte. Donc voilà. Donc peut-être que tu étais déjà au courant du sujet de l'épisode si tu étais abonné à mon compte Instagram. Donc c'est tout nouveau, c'est tout à fait possible que tu ne sois pas abonné. Si tu ne l'es pas, il suffit de taper euh, nuances et sciences sur Instagram. De toute façon, je mettrai en description du podcast le lien vers mon Instagram euh, lié au podcast. Et en fait, l'avantage, c'est que ce que j'aime bien faire en ce moment, ce que j'ai fait à 2 reprises, donc c'est la deuxième fois, c'est de mettre en story un questionnaire pour connaître un petit peu tes croyances, tes croyances, tes connaissances sur le sujet dont je vais parler. Donc là, par exemple, pour commencer le podcast, je vais analyser les réponses que vous avez tous, tous, je l'espère, fait à, euh, à ce questionnaire. Alors la question que je te posais, c'était pour toi, est-ce que la charcuterie est bonne ou bien elle est mauvaise pour la santé? Donc, c'est la question de cet épisode. Alors certains d'entre vous ont répondu oui, certains d'entre vous ont répondu non. Évidemment, la plupart ont répondu non. Pour les 2 tiers, je dirais, vous avez répondu non. Et pour le reste, donc 1 tiers, vous avez répondu oui. Ensuite, après avoir répondu à cette question, vous avez eu l'occasion de m'expliquer pourquoi, eh bien pour vous, c'était mauvais ou bien bon pour la santé. On va analyser ces résultats. Alors juste avant, je voulais te prévenir que j'ai pas fait comme la dernière fois où il y avait un PowerPoint pour illustrer ce dont je parlais. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon Notion en description. Donc le Notion, c'est la page sur laquelle j'ai fait mes recherches et tu trouveras, par exemple, là, les résultats du questionnaire, je les mettrai là-dessus. Les sources y seront également. Les textes, enfin les notes que j'ai fait sur le sujet seront là-dedans aussi. En fait, il y aura tout. Il suffit de cliquer dessus. C'est pas obligatoire. C'est pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, pour ceux qui ont besoin de voir des graphiques, etc. Eh bien, y a simplement à cliquer dans la description sur, sur le lien pour accéder au Notion. Alors, concernant le questionnaire, il faut que j'y accède. Je suis actuellement sur mon ordinateur, donc j'y vais. Donc parmi les personnes qui ont répondu que
la charcuterie était bonne pour la santé, la réponse, la raison pour laquelle vous avez répondu ça, c'est pour l'apport en protéines. Alors oui, effectivement, la charcuterie est, en fait, c'est de la viande. Donc tout simplement, il va y avoir un bon apport protéique. On est à peu près à 20%. Donc c'est-à-dire que dans 100 grammes de charcuterie, en moyenne, il y aura 20 grammes de protéines. C'est équivalent à un steak de bœuf. Mais c'est beaucoup moins que du filet de poulet, par exemple, parce qu'on est plus sur du 30%. Mais ça reste intéressant parce que c'est de la viande. Donc oui, effectivement, si on est en déficit de protéines, c'est un aliment intéressant. Si par contre maintenant on va dans les réponses des gens qui ont dit que c'était mauvais, on trouve en première place la raison de la matière grasse. Alors, pour 12 d'entre vous, sur les 20 et quelques, eh bien, la charcuterie est trop grasse. Alors effectivement, ce n'est pas une croyance, c'est assez gras. Mais c'est équivalent toujours au steak de bœuf. On a par exemple 17 grammes de lipides dans 100 grammes de charcuterie, et dans un steak de bœuf, on a 16 grammes. Donc c'est à peu près équivalent, et au niveau des calories, on est à peu près pour les deux vers 240 calories pour 100 grammes de charcuterie comme d'un steak de bœuf. Si on compare toujours avec un filet de poulet, cette fois-ci le filet de poulet est très sec, il y a très peu de gras, il n'y a que 2 grammes de lipides dans 100 grammes de poulet, donc c'est vraiment peu, ce qui fait que son énergie sera faible, comment dire. Il n'y a que 140 calories, soit 100 calories en moins pour 100 grammes de poulet que pour 100 grammes de charcuterie. Ce que je voudrais dire, c'est que aussi, ça va dépendre de la charcuterie, parce que la charcuterie, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe par exemple des lardons, du jambon Herta par exemple, du saucisson sec, du pâté, tout ça c'est de la charcuterie. Et la composition sera bien différente entre chaque charcuterie, pardon. Donc là je te parle de moyenne, mais par exemple si on compare du jambon classique à du saucisson sec, on a à peu près 300 calories d'écart pour 100 grammes de produit. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Il y a beaucoup plus de gras dans le saucisson que dans le jambon. Le jambon est même moins calorique que le filet de poulet. Bon, en réalité, c'est à peu près pareil. Mais voilà, donc finalement, ça dépend de la charcuterie. En deuxième place, pour les personnes qui ont répondu que c'était mauvais, on trouve l'excès en sel. Alors oui, effectivement, c'est un gros problème. On a environ 1 gramme de sel dans 100 grammes de charcuterie. Donc on dirait que c'est pas beaucoup, il s'agit seulement de 1%. Mais les recommandations sont, il me semble, de 5 grammes de sel par jour. Donc là, tu vas me dire c'est toujours peu, ça fait 1 gramme sur 5 grammes. Sauf que le problème du sel, c'est que dans notre contexte, la plupart des gens sont en excès de sel dans leur alimentation parce qu'on en trouve partout dans tout ce qui est nourriture transformée, même si on ne le sent pas forcément, et bien en général, il y a du sel qui vient être ajouté, ce qui fait que on est tous un petit peu en excès de sel. Donc en général, il vaut mieux éviter les aliments trop salés. Donc là, vous avez vu juste, effectivement, on peut considérer ça comme un problème, ce qui fait que ce serait mauvais. Et en troisième et dernière place, vous avez répondu, pour 50% des personnes qui ont répondu que c'était mauvais, que ça l'était pour l'ajout d'additifs nitrés. Alors oui, en réalité, c'est ça le sujet du podcast, c'est pour ça qu'il est long. On va parler surtout d'additifs nitrés.
là, tout ce qui est aspect nutritionnel, c'est pour te faire un petit tableau pour comprendre un petit peu de manière plus large si la charcuterie est bonne. Mais en réalité, on va parler d'additifs nitrés. Alors du coup, pour finir avec ces généralités, oui, la charcuterie c'est salé, c'est un petit peu gras, c'est protéiné convenablement. C'est pas un mauvais aliment, hein, on peut le consommer. Après, au niveau des micronutriments, c'est assez intéressant pour les vitamines B, donc particulièrement la vitamine B1, B2 également et B6. Elles sont présentes dans la charcuterie. Ça peut être intéressant pour les personnes qui sont carencées en cela. Mais voilà. Alors, du coup, comme je t'ai dit, le vrai sujet du podcast, c'est les additifs nitrés. Alors d'abord, pour commencer, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est, ces additifs nitrés, puisque tout le monde ne le sait pas. C'est deux choses. Les nitrites de sodium et les nitrates de potassium. Ce sont deux additifs qui sont ajoutés à la charcuterie. Donc d'un côté, les nitrites de sodium, qui sont aussi appelés E250, sont utilisés pour tout ce qui est charcuterie cuite. Donc c'est-à-dire le pâté, les rillettes et le jambon par exemple. Donc, le jambon Herta par exemple, c'est du jambon qu'on appelle cuit. De l'autre côté, les nitrates de potassium, qu'on appelle aussi E252, sont utilisés pour les aliments crus. Donc comme le saucisson sec ou le jambon un petit peu fumé, donc le jambon de Bayonne par exemple. Donc ils ont deux utilisations un petit peu différentes. Pourquoi on les ajoute à la charcuterie ? On les ajoute pour différentes raisons. À la fois, ils ont un rôle de conservateur, ils vont éliminer les bactéries, ils vont, selon les industriels, protéger de maladies comme le botulisme, ils vont allonger la durée de vie de l'aliment. Donc ça, c'est tout ce qui est conservation. Et d'un autre côté, il va y aussi avoir un effet de colorant, donc qui est beaucoup moins connu, mais qui est présent et qui, on va le voir plus tard, est plus qu'important. Donc effectivement, il permet au jambon d'acquérir une couleur assez rosée, qui donne envie aux consommateurs, qui flash aux yeux, vraiment qui donne envie d'acheter le produit. Et donc voilà. Donc ça permet également, mais ça on le verra plus tard, je vais pas le dire tout de suite, mais donc voilà, ça permet d'acquérir une belle couleur qui donne envie d'acheter le produit. Alors maintenant, le sujet du podcast, c'est la charcuterie. Est-ce qu'elle est bonne pour la santé Nanani, nanana. C'est pas les... Enfin, revenons à ce sujet. Si je te parle d'additifs nitrés, c'est qu'il y a bien un problème avec ça. Alors, quels sont les dangers ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand on ingère des additifs nitrés, donc le nitrite de sodium et le nitrate de potassium en particulier, ils vont pas rester inertes dans le corps, ils vont se transformer par réaction chimique. Donc, je vais commencer par t'expliquer les nitrates. Qu'est-ce qui se passe pour les nitrates quand ils arrivent dans le corps ? Eh bien, pour 75% des nitrates, ils sont éliminés via l'urine. Mais les 25% qui restent remontent dans la cavité buccale, dans la salive, et sont transformés par les bactéries qu'on a dans notre bouche en nitrite. Donc voilà. Donc sur 100 grammes de nitrate ingérés dans une bouche, c'est pas possible, mais voilà. 25 grammes
vont finir par être du nitrite. Donc maintenant, je vais t'expliquer le futur des nitrites dans le corps, puisqu'on a vu que les nitrates, ça se transforme en nitrite, mais on a également des nitrites, comme je l'ai dit, le nitrite de sodium qui est directement mis dans la charcuterie également. Eh bien, ce nitrite va, dans le corps, se transformer en oxyde nitrique, qu'on appelle également monoxyde d'azote. Donc ça, le problème c'est réellement ça, le vrai problème. C'est que ce composé chimique est extrêmement réactif et il est pro-oxydant. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il va réagir avec des composants de la viande et créer de nouvelles molécules qui peuvent potentiellement être dangereuses pour le corps. Donc maintenant, je vais te parler de deux types de toxicité. La toxicité à la fois aiguë et la toxicité chronique de l'ingestion de ces additifs nitrés. Pour commencer, la toxicité aiguë. Qu'est-ce que c'est une toxicité aiguë? C'est une toxicité qui arrive quand on ingère beaucoup, dans un laps de temps assez réduit, d'un produit. Donc là, voilà. Qu'est-ce que ça provoque, l'ingestion de beaucoup de quantités de nitrite de sodium, par exemple, sur un petit laps de temps? Eh bien, ça provoque ce qu'on appelle une méthémoglobinémie. Qu'est-ce que c'est? Dans les globules rouges, il y a ce qu'on appelle l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine, si tu connais un minimum de choses là-dessus, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de transporter l'oxygène, ce qui est un petit peu important, on va dire. Non, c'est très important. Dans cette hémoglobine, là, c'est peut-être un peu moins connu, mais il y a du fer. Et en fait, c'est le fer qui permet justement de prendre l'oxygène et de le transporter via le globule rouge. Et pour en revenir au monoxyde d'azote, qu'on appelle également oxyde nitrique, qui est provoqué, qui vient de la transformation du nitrite, eh bien en fait celui-ci va réagir avec ce fer qui va changer de stade, il va devenir ferrique, Fe3+, ce qui fait qu'il n'est plus en capacité de transporter l'oxygène. Donc, puisque c'est une fonction assez importante, eh bien, ça pose un gros problème. L'oxygène n'est plus transportable par les globules rouges, ça provoque ce qu'on appelle une cyanose. Donc en fait, les tissus vont devenir un petit peu bleutés, grisâtres, tout simplement parce qu'ils ont moins d'apport en sang. Ensuite, ça va provoquer toute une dégringolade de problèmes, puisque tout le corps a besoin d'oxygène pour survivre. C'est notre système. Donc après, il y aura des difficultés respiratoires, cardiovasculaires, le coma et enfin le décès. Donc oui, c'est pas très gai, mais c'est comme ça. Et on appelle également cette maladie, entre guillemets, la maladie bleue. Parce que comme je l'ai dit, les tissus deviennent bleus. Alors quand est-ce que ça arrive, cette maladie? C'est quand on ingère entre environ 1 et 6 grammes de nitrite de sodium. Enfin de nitrite, pardon. De nitrite pur. Ça provoque ça. Il y a de nombreux cas d'intoxication qui sont recensés, des cas accidentels, comme par exemple des ouvriers qui travaillent par exemple dans une usine de tissus, qui ramèneraient du nitrite à la maison sans le vouloir, et que sa petite amie le prend pour du sel par exemple, puisque ça a la même couleur et le même goût si on parle de nitrite de sodium, et le met dans les plats par exemple.
C'est un cas qui est déjà arrivé, qui a provoqué la mort de presque toute une famille. Mais ce qu'on recense le plus souvent, c'est le suicide. Il y a beaucoup de trousses de suicide avec du nitrite de sodium. Parce que, comme on l'a dit, c'est que 1 à 6 grammes d'ingestion pour provoquer la mort. Donc c'est franchement assez simple. Juste une petite explication. Quand j'ai parlé de l'histoire de l'ouvrier qui ramène de l'usine à tissu ce produit, pourquoi il y aurait ce produit dans une usine à tissu? C'est parce qu'on l'utilise, il me semble, également pour la coloration des tissus. Donc cette toxicité aiguë, franchement, c'est pas le vrai problème de la charcuterie parce qu'elle est vraiment peu probable. Même si 1 à 6 grammes c'est peu, en fait, ingérer 1 à 6 grammes de nitrite de sodium, c'est pas possible. Tout simplement parce que tout à l'heure j'ai fait l'erreur. J'ai dit nitrite de sodium en voulant plutôt parler de nitrite quand on ingère 1 à 6 grammes. Parce qu'il y a une petite différence. En fait, le nitrite, donc c'est NO2- pour sa formule chimique, alors que le nitrite de sodium, c'est c'est sodium plus NO2-. Donc en fait, ce que les industriels ont fait pour que ce soit autorisé à l'origine de l'utiliser dans la charcuterie, c'était de le mélanger à du sel, justement pour éviter cette toxicité aiguë, tout simplement parce que le sel a une action émétique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais en gros, il va faire vomir avant d'avoir les effets de... Avant d'avoir assez de doses pour provoquer cette toxicité aiguë, et bien tout simplement, tu vas vomir à cause de trop de sel. Donc cette toxicité aiguë est complètement à éloigner vis-à-vis des problèmes de ces additifs nitrés dans la charcuterie. Donc maintenant, on va parler du vrai problème, du vrai sujet de cet épisode, c'est la toxicité chronique. Donc quand est-ce qu'elle arrive celle-ci? C'est quand on ingère des petites doses, cette fois-ci, sur un laps de temps beaucoup plus grand. Donc c'est totalement l'inverse que de la toxicité chronique. De la toxicité aiguë. Et ce sujet est beaucoup plus complexe. Donc le problème, c'est toujours l'oxyde nitrique, qu'on appelle également monoxyde d'azote, qui réagit, donc cette fois-ci pas avec l'hémoglobine, enfin si, il réagit avec l'hémoglobine, mais pas l'hémoglobine du corps humain, l'hémoglobine de la viande, et pas que. À la fois, il va réagir avec les protéines de la viande, donc les amines, les amides, et ça va créer des composés. Il va également réagir avec, comme je l'ai dit, l'hémoglobine de la viande, donc il va directement réagir avec le fer présent dans la viande, et ça va provoquer l'apparition de ce qu'on appelle des composés nitrosés, donc les nitrosamines, les nitrosamides, les nitrosotiols, le fer nitrosylé, bon, toute une famille de composés nitrosés, et qui sont tous cancérigènes, en particulier le fer nitrosylé. Donc ça, c'est un problème, et ça provoque le cancer colorectal. Donc ce n'est vraiment pas à négliger. Les recommandations de l'ANSES sont assez claires là-dessus. Et elles sont de ne pas excéder les 150 grammes de charcuterie par semaine. Alors là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que 150 grammes, ça ne représente pas beaucoup. Pas beaucoup de charcuterie. Et
60% de la population, en effet, est en excès. Ils sont au-dessus de ces 150 grammes. Donc au moins 60% de la population s'expose à un risque plus élevé de cancer colorectal. Ça, si on considère que les recommandations de l'ANSES sont suffisantes, ce qui n'est peut-être pas le cas. Donc voilà, il y a la création de composés cancérigènes par réaction avec les produits de la viande lors de la fabrication du produit, lors de la cuisson du produit et lors de la digestion. Selon certaines sources que j'ai trouvées, que tu trouveras également dans le Notion, 4380 morts en France métropolitaine en 2015 sont attribuables à un excès de consommation de charcuterie. Donc franchement, c'est pas négligeable. Donc voilà, je pense que tu es assez sensibilisé sur le sujet, mais de toute façon, on va en reparler. Donc là, maintenant, j'aimerais te donner quelques conseils, 5 à 6 conseils, pour se protéger de ce risque. Donc d'abord, évidemment, limiter sa consommation en charcuterie, être au moins en dessous des 150 grammes qui sont prescrits par l'ANSES. Au mieux, essayer de se tourner vers les nouvelles gammes de charcuterie qui sont sans nitrite ajouté. Donc, regardez les étiquettes des produits, s'il y a des nitrites dedans ou non. Si tu prends ton jambon à la coupe, eh bien évidemment il n'y a pas d'emballage, enfin à part l'emballage que met le charcutier autour, il n'y a pas d'emballage avec des étiquettes, mais il semblerait qu'il soit obligatoire pour le vendeur de te dire les composants qu'on met dans la charcuterie si tu en fais la demande. Donc il n'y a pas d'excuse, même s'il n'y a pas d'étiquette, tu peux demander au charcutier qui te vend sa charcuterie s'il met des nitrites ou des nitrates dans sa charcuterie. Donc voilà, donc sinon se tourner vers de la charcuterie sans nitrite. Après, on a également de la charcuterie avec de la vitamine C qui est ajoutée. Donc, où il y a des nitrites, mais il y a également de la vitamine C. Donc la vitamine C, l'avantage c'est que c'est un produit antioxydant. Donc ça vient compenser les effets oxydants de l'oxyde nitrique qui apparaît. Donc là, on va en reparler après dans le prochain épisode, mais vaut mieux éviter. Après, qu'est-ce que tu peux faire également ? Eh bien, manger des légumes et des fruits. Là, le sujet est un petit peu difficile. Je vais t'expliquer. On trouve aussi des nitrates dans les fruits et légumes. Donc là, tu vas me dire, donc il faut plus manger de légumes et de fruits non plus, parce qu'il y a également des nitrates. Il n'y a pas trop de nitrites, hein. Surtout des nitrates. Comme on l'a dit, seulement un quart des nitrates se transforment en nitrites, donc on peut dire que c'est un petit peu moins grave, mais le problème reste là. Mais en fait, ce que les études montrent, c'est que la consommation en fruits et légumes, même s'il y a des nitrates dedans, et beaucoup plus que dans de la charcuterie par exemple, eh bien, il n'y aura pas d'augmentation de risque de cancer colorectal, parce que dans les fruits et légumes, il y a des antioxydants, particulièrement la vitamine C, qu'on vient de nommer. Et donc ça vient totalement compenser ces effets néfastes de l'oxyde nitrique. Ce qu'on trouve dans les études, donc c'est vraiment étonnant, c'est même que les fruits et légumes, enfin en vrai c'est étonnant, peut-être que c'est pas étonnant, mais si on part du principe qu'il y a beaucoup de nitrates dedans, c'est étonnant. Eh bien, on trouve dans les études que les fruits et légumes protègent justement du cancer colorectal. Il y a moins de risques de développer ce type de cancer
en mangeant des fruits et légumes, alors qu'ils sont très concentrés en nitrate. Donc là, voilà, c'est intéressant et particulièrement... alors, je voulais te dire que y a beaucoup de vitamine C, qui semble être l'antioxydant qui joue le plus de rôle, dans les poivrons et dans les brocolis. Donc, mange des poivrons et des brocolis. Ensuite, il y a une autre source de nitrate dont j'ai oublié de te parler, c'est l'eau. Alors oui, l'eau, là par contre, les études montrent qu'il y a une augmentation du risque de cancer colorectal. Bon, ça dépend des études, mais on va rester prudent et considérer qu'il y a un risque. Mais ça va tout à fait dépendre de où tu vis, de s'il y a de l'agriculture à proximité de chez toi. Parce qu'en fait, le problème vient de l'agriculture. Dans l'agriculture, on utilise de l'engrais qui est souvent riche en nitrate et qui va ensuite se retrouver dans les nappes phréatiques et ensuite dans l'eau du robinet, peut-être l'eau des bouteilles en plastique. Donc voilà, donc l'eau est souvent contaminée par les nitrates. La dose ne doit pas excéder 50 mg au litre d'eau. Donc fais attention sur les bouteilles que tu achètes à vérifier si cette recommandation, peut-être même une obligation, est bien respectée. Sinon, si tu bois l'eau du robinet, je t'invite à aller voir sur le site du gouvernement la qualité de l'eau du robinet de ta région. Si elle respecte ces recommandations en termes de dose dans l'eau. Tu trouveras ce site sur MonOcean. Si ce n'est pas le cas, peut-être, j'ai pas approfondi le sujet, mais peut-être que des filtres peuvent éviter cette contamination. Ensuite, autre conseil, c'est d'utiliser une cuisson douce. Donc par exemple, quand on fait des knackis, quand on fait des chipolatas, là ça va poser problème. Eh bien, il faut éviter à tout prix le barbecue, qui va augmenter la formation des composés nitrosés dont je t'ai parlé. Parce que c'est une température assez élevée. Pareil pour la friteuse, mais c'est moins applicable aux charcuteries. C'est surtout le barbecue qu'il faut éviter parce que ça va vraiment augmenter drastiquement le nombre de composés nitrosés qui sont créés dans la viande. Donc plus favoriser une cuisson douce, peut-être à la vapeur, la vapeur c'est vraiment l'idéal, mais c'est pas toujours adapté à la charcuterie. Peut-être à la poêle, mais tout doucement. Ce sera beaucoup mieux. Et surtout ne pas manger, ne pas boire même je dirais, le jus qui émane des charcuteries qu'on cuit, parce que c'est là-dedans que c'est le plus concentré. Et ensuite, comme dernier conseil, et ça va ouvrir sur la suite sur le prochain épisode, c'est de signer des pétitions pour interdire l'usage de cet additif nitré dans les charcuteries. Tu trouveras également une pétition qui est déjà bien remplie et qui va peut-être avoir un effet dans MonOcean. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode. Je ne t'ai parlé que de faits scientifiques, appuyés de preuves avec des études. Donc tout ça, c'est toute la partie objective. Dans le prochain épisode, je parlerai de tout ce qu'il y a autour, des lobbies, de pourquoi ce n'est pas interdit, de pourquoi ça devrait être interdit, des mesures qui sont prises, des mesures qui vont être prises. Donc c'est pas que du subjectif, mais c'est beaucoup moins scientifique. Si ça ne t'intéresse pas, reste sur cet épisode qui reste très factuel, avec des faits. Donc évitez les charcuteries. Ne mangez pas plus de 150 grammes de charcuterie par semaine. Au mieux, ne pas du tout en manger. Ou bien se tourner vers de vraies charcuteries sans nitrate, parce que ça existe. Et on verra ça au prochain épisode. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que j'aurai réussi
à te tenir, à rendre cet épisode intéressant, et j'espère que je t'aurai apporté plusieurs choses qui pourront changer tes habitudes euh, vers le mieux. Donc voilà, j'espère te revoir au prochain épisode. N'hésite pas à répondre au questionnaire qu'il y a sous l'épisode, à mettre une note de 5 étoiles, à mettre un commentaire, je ne sais pas si c'est possible, faudra que je regarde ça. En tout cas, je sais que mettre une note de 5 étoiles, c'est tout à fait possible, et je t'invite à le faire, ça propulse le podcast, ça le rend plus visible sur la plateforme, et ça va augmenter le nombre de lectures. Donc je t'invite à faire ça, ça m'aide beaucoup, ça me donne envie de continuer, parce que là, pour le moment, il y a très peu de gens qui regardent, et ce serait beaucoup plus motivant si, si, s'il y avait une plus grande audience, tout simplement. Donc si les épisodes te plaisent, si tu as envie que je continue, si tu as envie que j'en fasse plus, n'hésite pas à me soutenir, c'est la meilleure façon de le faire, en mettant un beau 5 étoiles. Donc merci à toi, et on se retrouve pour le nouvel épisode dans quelques semaines, sûrement une semaine. Donc voilà, très bonne journée à toi, profite bien de tes proches et du soleil.